si on est dans une phase sur laquelle on a un élément dans lequel on ne voit pas monter cette exponentielle qui était celle du mois de mars. Une fois de plus, c'est quelque chose sur lequel on peut avoir des capacités. Mais le plus important derrière, c'est les 20 000 licenciements dans l'hôtellerie, c'est les 40 000 à venir sur lesquels on voit que l'ensemble de l'industrie, l'ensemble de ce moment-là, mais ils ne sont pas les seuls. On avait parlé des musiciens la fois dernière. On a derrière eux toute une série d'activités qui vont être terriblement touchées. Et c'est là où il faut pouvoir trouver à chaque fois et de régler jour après jour ces capacités-là va être essentiel parce que le point majeur, maintenant, c'est bien celui de la restriction et de la crise économique et sociale. Bien sûr, mais il y a en face de ça tous les professionnels de l'hôpital qui vous disent on est à bout, on est fatigué, on a déjà eu la première vague, on a eu un été, on nous demande pratiquement de ne pas prendre nos vacances de Toussaint. Justement. Ils sont à bout et les moyens humains sont très importants. Pourquoi donne-t-on par exemple actuellement des milliards d'euros pour soutenir des gens qui doivent regarder leur outil de travail se détruire sous nos yeux sans intervenir? Les restaurateurs, ceux qui tiennent les salles de sport, voient partir les présidents de fédération. Donc il faudra en donner à l'hôpital, c'est ça? Non. Si on retire cet argent-là et qu'on les laisse participer à l'activité économique, parce que, comme dans les salles de sport, on voit bien qu'il n'y a pas d'effet, et qu'on le met à l'hôpital pour pouvoir justement tenir derrière la décision de la réanimation des choses qui sont normales en Allemagne, et c'est ce que disait une fois de plus Christophe Prudhomme, si on a cela, et bien à ce moment-là, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de crise, on est en capacité de prendre derrière les mesures sanitaires suffisantes. Le scientifique à nouveau redit dans son avis le dernier que les lits de réanimation ont diminué. Mais le Conseil scientifique nous a annoncé ces deuxièmes vagues depuis le mois d'avril. Que n'a-t-il produit d'avis cet été pour dire que les places n'avaient pas été libérées et qu'il fallait au contraire, non pas punir la population ou la rendre responsable de la propagation d'un virus qui de toute façon va beaucoup plus vite qu'on ne le pense, mais au contraire de mettre les moyens politiques sur les moyens économiques, les moyens sanitaires autour de cette urgence-là. Et on se retrouve maintenant en disant on n'a pas tiré les leçons du printemps. Tiens, surprenant. Mais vous êtes d'accord que le fait qu'il y ait moins de malades suppose qu'il y ait moins de lits de réanimation mobilisés? Oui, sauf que quand on fait justement les ratios pour arriver à ces fameux 30%, c'est quel chiffre que l'on met au dénominateur? Si c'est celui des capacités maximales, alors on est loin d'être à 30%. Si c'est celui juste des capacités du moment qu'on ne va pas étendre, mais si on va les étendre. Et la question, c'est comment on fait pour se préparer à les étendre. On a été capable de le faire. Mais est-ce qu'on peut s'en passer de les étendre? J'imagine que si on peut se passer de mettre quelqu'un en réanimation, alors vaut mieux s'en passer. C'est un choix politique. Bien sûr, c'est une des questions qui a été posée sur l'amélioration des traitements et justement d'éviter les graves conséquences de certaines formes de réanimation, l'intubation notamment, pour passer à l'oxygénothérapie de haut débit. Ça l'a permis, comme les corticoïdes et d'autres. Cette diminution-là de la létalité, de la morbidité et de la mortalité en réanimation est un des points sur lesquels on a progressé. Mais derrière, sur le plan de l'administration des soins, l'administration sanitaire, on n'a pas eu la capacité à le mettre en place depuis 6 mois. Comment est-ce possible? De la même façon, les transferts de capacité à l'intérieur des domaines d'activité en France seulement seraient possibles. Si on voit là qu'on a autant de personnes qui vont se retrouver sur le carreau, qui n'auront pas les moyens de vivre et de nourrir leur famille, et que à ce moment-là, ne sommes-nous pas capables de leur proposer des postes qui sont des postes simples, initialement sans qualification, et tous ceux qui ont une qualification montent progressivement, aides-soignants, infirmières, médecins, progressivement. On n'a pas besoin d'avoir 100 000 médecins de plus en réanimation. On a besoin de savoir comment on a les bras pour s'occuper de patients qui vont, à un moment donné, avoir un peu plus de soins nécessaires. Eh bien, on peut très bien avoir cette capacité-là. Et au contraire, les gens seraient très heureux de participer à cet effort national. Eh bien, c'est là que la capacité d'organisation doit venir d'une impulsion étatique. Il y a une râle, parce que c'est de là que découlent toutes les mesures de restriction qu'on a à subir aujourd'hui. C'est parce que, et une fois de plus, je ne vois pas pourquoi, alors que ce secteur fonctionne et est sous tension, oui, mais développe une activité très importante pour nos concitoyens. Comment se fait-il qu'on interdise le reste de l'activité française, de toute la société française, soi-disant parce qu'il ne faut pas déborder? Non, il suffit de s'organiser pour pouvoir arriver à prendre en charge la totalité des patients. Et c'est largement à notre portée. C'est ça qu'il faut concevoir. C'est qu'à la fois, comme vous le disiez, la capacité des administratifs et des médecins à se réunir dans un objectif commun, c'est de redonner, non pas du réenchantement, mais un objectif commun à l'ensemble des personnels soignants et administratifs de l'hôpital. Tous ceux qui ont réussi cette démonstration-là au printemps, eh bien, il faut qu'ils soient en capacité de le faire maintenant pour prendre les patients Covid, les patients non Covid, les patients cancéreux, les patients cardiovasculaires, les patients métaboliques, tous ceux qui représentent ce que doit être la capacité d'un pays
important comme le nôtre à prendre en charge les siens. Les pays, il y en a peu qui ont fait ce choix-là. La Suède a fait le choix de ne pas confiner, de ne pas porter de masque. Elle paye quand même un tribut assez lourd en termes de morts. Elle l'a payé. Aujourd'hui, évidemment, la différence avec nous, elle est flagrante, parce que la vie est normale en Suède et elle ne l'est toujours pas chez nous. Ni de débats étranges comme celui qu'on vient de connaître dans ce contexte. Eux, ils ont choisi, ils ont fait la planification de long terme en se disant on se donne rendez-vous au printemps 2021 et une fois que le cycle complet de l'épidémie sera passé, on fera les bilans, on fera les comptes. Et bien c'est ça qu'on n'ose pas faire. Et lorsque je dis simplement qu'il faut les mettre sur la table, comme je viens de le faire à l'instant, vous voyez le type de réaction qu'on peut avoir. Donc sur ces éléments-là, vous voyez bien que la capacité d'Anders Tegnell et de Johan Giesecke, qui étaient en charge de la stratégie suédoise et qui ont dit nous mettrons cela sur la table et nous l'expliquerons aux Suédoises et aux Suédois. La capacité à le faire et donc à être à la fois pédagogue et convaincant a permis justement d'avoir cette série. Non, ils ont un taux de mortalité qui est équivalent à celui des pays qui ont confiné comme le nôtre, mais une fois de plus, ce que l'on voit maintenant, c'est une mortalité qui est nulle, alors que celle du Danemark, celle de la Norvège et celle de la Finlande réaugmentent parce que... La difficulté, c'est qu'il n'y a pas un modèle aujourd'hui. Non, il n'y a pas de modèle. Qui fait référence dans l'Allemagne, peut-être. La seule différence, c'est la cohérence qu'ont eu l'ensemble des autorités et des instances suédoises. C'est la cohérence. La constance et la cohérence. La constance principale, ça a été l'investissement qui était celui de l'investissement scientifique au départ, c'est-à-dire de mettre au moment où c'était utile, plus maintenant où on en a une diffusion si importante qu'on n'arrive pas à tracer, mais de dire je développe les tests à ce moment-là, je trace, je diagnostique et je n'isole que les malades et leurs sujets contacts. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont développé sous la houlette de Christian Dorsten à la fin janvier. En une semaine, ils avaient la capacité de le faire et de le développer de manière industrielle en 15 jours. Si nous avions seulement fait à ce moment-là... beaucoup plus de lits de réanimation que nous. 2 fois plus de lits de réa. Mais si nous avions fait à ce moment-là simplement commande de ces tests à l'Allemagne, qui aurait été ravie de participer dans un consortium européen à une capacité prévue pour ses voisins également, à ce moment-là, on se retrouvait en capacité de faire la même chose. Or, à ce moment-là, nous avons démobilisé, nous avons dit on ne se bat pas, tout le monde dans la caverne, on reste chacun dans sa cave et on attend le printemps. Mais malheureusement, on voit que 6 mois après, c'est à ça que ça aboutit, une catastrophe économique et sociale que ne vit pas.